Bonjour à tous, nous sommes en direct, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et c'est que du bonheur que de vous retrouver comme chaque matin. Alors au programme, durant cette heure, le bien-être et aujourd'hui une heure pratique, utile, instructive, constructive puisqu'on va parler de notre alimentation au travers de toutes ces croyances, toutes ces idées reçues qui circulent. Alors relayées, ancrées, discutées, contestées, puis affirmées. Résultat, nous consommateurs, producteurs, remarquez parfois on produit aussi, mais consommateurs, mangeurs, on est perdu, on ne sait plus quoi manger, comment, à quel moment de la journée. Par exemple, que faut-il penser des laitages, du café, du light et autres margarines à prendre ou à laisser, l'ananas brûleur de graisse, le lait bon pour les os, qu'en est-il vraiment? Ce matin ensemble, on va faire le tri entre le vrai et le faux, l'info et l'intox pour vous donner finalement aujourd'hui l'information, la vraie, aboutie, indépendante des intérêts financiers, économiques des grands groupes industriels de l'agroalimentaire. Voilà, donc explication et décryptage ce matin à vos côtés. Tout d'abord, Isabelle Saporta, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes journaliste, on vous retrouve chaque matin aux côtés de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et vous êtes également l'auteur de ce livre « Ne mâchons pas nos mots », c'est aux éditions Robert Laffont. Également à nos côtés, Odile Chabriac, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Super. Bon, naturopathe, vous êtes l'auteur de ce livre « Les aliments qui rendent intelligent » aux éditions Plomb. Et enfin, l'homme du jour, l'homme de cette matinée, Christian Brun, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je suis au paradis parmi vous. Oh là là, et ça n'est que le début. Ça n'est que le début. Vous êtes naturopathe et l'auteur de nombreux livres consacrés au bien-être, parmi lesquels, celui-ci qui est le dernier de vos livres, Au diable, l'avarice, c'est aux éditions Jouvence Santé. Alors ce matin, un seul mot d'ordre, stop aux idées reçues, stop à toutes ces croyances, idées reçues qui ont été relayées, ancrées, instituées comme vraies et véritables. Puis un jour, au fil des années, au fil des enquêtes et des études, on découvre que ce qui était valeur absolue est finalement contesté et contestable. Alors comment vous expliquez que le vent tourne, Isabelle Saporta par exemple, d'une enquête à une autre, d'une année à une autre, d'une étude à une autre? Nous, on ne sait plus. Écoutez, mais même les journalistes spécialisés dont je suis, on ne sait plus, parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que vous ne receviez pas votre lot d'informations anxiogènes, alarmistes et souvent contradictoires. Effectivement, un coup c'est le lait, il faut en boire, le coup il ne faut pas en boire. Pour tout, c'est pareil, le pain aux céréales, le pain santé, c'est le pain aux céréales. Oui, mais il y a des résidus de pesticides. Et c'est vrai que même pour nous, c'est très dur parce que finalement, voilà, on a toujours des informations contradictoires. Écoutez, les recherches. Mais comment vous expliquez? C'est-à-dire qu'a priori, on a le même aliment entre les mains, on a a priori le même parcours scientifique, médical. Comment vous expliquez, par exemple, Christian Brun, qu'il n'y ait pas le même résultat, la même conclusion à l'issue de ces études et enquêtes? La réponse, elle est très claire, c'est que l'être humain est unique. On est différents l'un et l'autre. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc les réactions sont tout à fait différentes. Pour certains, le café va être tout à fait bénéfique, ça va donner un petit tonus. Pour d'autres, au contraire, ça va faire des palpitations. Pour le lait, par exemple, pour certains, ça va être peut-être plus ou moins intéressant, puis quelquefois pour d'autres ça va créer des intolérances ou des choses comme ça. Donc chaque être humain étant différent, automatiquement les aliments sont différents également. Et là, ensuite il y a aussi la constitution, mais il y a aussi l'approche psychologique que l'on a de l'aliment. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui par exemple vont prendre tel aliment, ça va leur faire un bien énorme, et puis d'autres... C'est du cas par cas. Voilà, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que vous savez, c'est ce que je disais... c'est la phrase de Paracel, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Donc là aussi, c'est pareil, l'équilibre en permanence. C'est une question de dosage, simplement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont prendre un verre de vin, qui vont se sentir très bien, aucun problème. Puis il y en a d'autres, un verre de vin, ça y est, même s'il est bio, ils vont être sous bio. Alors, on ne parle pas des industriels de l'agroalimentaire que vous connaissez bien, Isabelle Saporta. Est-ce qu'à un moment, on peut imaginer que l'information, elle puisse être un petit peu influencée de manière... Comment penser une chose pareille? Alors, il faut nous expliquer que peut-être il y a des intérêts financiers, il y a des démarches, il y a des études qui sont menées, qui sont favorables aux intérêts de l'agroalimentaire et peut-être défavorables pour les consommateurs? Non, mais c'est évident. Ça, c'est par exemple quand vous prenez toutes les histoires sur les pots de yaourt actifs, les yaourts qui sont bons pour la santé. C'est évident que vous avez... Les petites fioles. Voilà, les petites fioles. Actimel, Activia et tout le tralala. Quand vous avez des chercheurs, même de l'INRA, qui travaillent avec cette grande marque, ils vous disent que c'est extraordinaire pour la santé, qu'ils ont toutes les études qui prouvent que c'est extraordinaire pour la santé. Quand vous avez quelqu'un qui a quitté justement ce grand groupe et qui est devenu une nutritionniste indépendante et que vous allez l'interviewer
interviewée, elle va vous expliquer que ça ne sert strictement à rien. Et quand vous en avez un troisième qui est effectivement un grand virologue de la Timone, qui est Didier Raoult, lui, il vous explique que c'est les mêmes activateurs de croissance qu'on met dans la nourriture des porcs pour les faire grossir qu'il y a dans ces petits yaourts actifs. Donc, si vous voulez, c'est vrai que là, du moment qu'on est indépendant ou qu'on ne l'est pas, c'est très curieux, mais on n'a pas du tout les mêmes Finalement, ce résultats. matin, qu'est-ce qu'on va prôner, Odile Chabriac? On va prôner le bon sens, parce que le sens critique, parce que là, on est en état de psychose du côté de l'alimentation. On ne sait plus quoi manger, quand, comment. Mais exactement. S'interroger à qui profite le crime, hein, moi je dis toujours ça, qui a intérêt de pousser telle étude, etc. Et puis, toujours aller dans son ressenti, quel effet ça me fait sur moi. Grosso modo, si j'ai du plaisir à prendre ma petite fiole une fois de temps en temps, ma foi, ça fera de mal à personne. En revanche, si je le fais, parce que ça coûte quand même très cher, et parce qu'on me raconte que c'est bon pour moi, mais que grosso modo, j'ai jamais vu d'effet, ni sur ma flore intestinale, ni sur mon bien-être en général, et ben j'oublie, et puis je passe à autre chose. Je crois qu'il y a vraiment le discernement. Et ça devient de plus en plus nécessaire dans le monde où on vit parce qu'on est assourdi par justement info dans un sens, info dans l'autre sens. J'en fais quoi, moi? Si je me réfère pas un petit peu alors à mon esprit critique, c'est-à-dire aller lire à droite et à gauche ce qui se fait, hein, je crois qu'il y a quand même des informations un peu fiables. Il faut aller les chercher quand même. Ah, mais il faut aller les chercher. Seule, hein. Mais il y a Sauf un si effort. on regarde Bien-être le matin. Voilà, exactement. Non, mais un effort à faire, mais pour sa vie, pour sa santé, ça me paraît quand même à peu près légitime. Et puis, à côté de ça, son ressenti, je pense qu'on est dans le juste. Christian Brun, vous êtes adepte du plaisir, oui au plaisir, non à la frustration. Tout à fait. Parce que les frustrations, ça aperçu que ça a un effet néfaste concernant un organe très important, c'est le foie. D'accord? Donc, éviter les frustrations. Puis ensuite, il faut avoir géré la frustration. C'est-à-dire que si on n'a pas géré la frustration, que l'on veut éventuellement s'imposer, eh bien, on va causer un mal plus important que le mal originel. Par exemple, l'éclair au chocolat, où on se dit, je suis Comme tentée, par hasard. non, je résiste. Finalement, de résister, ça peut occasionner plus de désagréments pour notre corps, pour notre psychique, que de le manger. Il faut mieux le manger une fois de temps en temps. Vous avez bien fait de venir. Il faut mieux manger un aliment de temps en temps qui n'est pas diététiquement correct, plutôt que de créer une frustration, je vous l'ai dit, plus importante que le mal originel. La quête de l'équilibre, quand même. Oui, c'est dosage. ça, parce qu'il y a quand même, moi je dis toujours par rapport à l'activité physique, mais c'est la même chose pour l'alimentation, il y a quand même un moment où on doit quand même se faire un petit peu y aller, quoi. Après, le plaisir vient, etc. Pour l'alimentation, c'est pareil. C'est plus compliqué de préparer, des légumes que d'acheter un truc tout fait. N'empêche qu'après, c'est meilleur à manger et on a le plaisir de se sentir bien avec soi-même en paix. Donc il y a vraiment les deux, une base nutritionnelle correcte et puis là-dessus on fait ce qu'on veut. Et le pain l'éclair au chocolat, il n'y a pas de problème. Allez, pour vous et avec vous, eh bien ce matin on fait le tri entre le faux et le vrai. Tiens, si on devait aller comme ça spontanément à faire un petit tour de table, l'idée reçue, la croyance ancrée, relayée depuis des années qui aujourd'hui pour vous paraît contestable. Isabelle Saporta. Moi, si je devais me passer d'un truc ou d'un type d'aliment, c'est tout ce qui est effectivement aliment santé, tout ce qui est promotionné par l'industrie agroalimentaire. Oméga 3 en gros et en rouge en gras. Ouais. Moi, honnêtement, j'y crois pas. J'ai peut-être tort, hein, mais c'est vrai que tout ce qui est light, aliment santé, qui est bien meilleur pour nous et qui est 2 fois plus cher en moyenne, oui, je laisserais tomber. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les allégations santé, c'est quoi? Oméga 3, je cholestérol? je laisserais tomber les pots de yaourt actifs vendus 2 fois plus cher que les pots de yaourt normaux, hein, qui ont à peu près les mêmes en plus ferments actifs à l'intérieur, mais qui sont moins marketés, parce que voilà, ça coûte de marketer. Et ça coûte de payer des enquêtes. C'est ça qu'ils vous disent pas. Parce que là, par exemple, vous voyez, il y a marqué prouvé par 40 études. 40 études qui sont entièrement financées, hein, certainement. Donc tout ça, ça coûte. Donc vous pouvez être certain qu'en plus, dans une autre margarine lambda, il y aura peut-être à peu près la même chose, sauf qu'elle n'aura pas pu payer ces 40 études. Donc pas d'apport nutritionnel en plus, pas d'apport pour la santé, mais par contre, manque de rapport au niveau du portefeuille. Exactement. Il faut revenir à des choses brutes et le moins comment dire, manufacturé possible. Donc vous n'y croyez pas. Vous, Christian Brun, l'allégation ou le produit, l'aliment, la croyance, beaucoup trop ancrée. Moi, c'est sur la viande. C'est vrai que pendant toute mon enfance, j'ai entendu « mange de la viande, tu seras fort comme papa ». Et puis on s'aperçoit que la viande, ça n'apporte pas du tout d'énergie. C'est simplement un constructeur au niveau cellulaire, au niveau musculaire et autres, mais ça n'apporte pas du tout de force. Donc il y a des aliments comme ça qu'on pourrait très bien, entre guillemets, se passer, préférer davantage de poisson, préférer un petit peu les œufs, les choses comme ça, pour donner une constitution à notre organisme. On va développer, parce que vous savez que pour beaucoup de personnes, la viande, s'il n'y a pas un repas sans viande, c'est pas un vrai repas. Odile Chabriac, vous, la croyance que vous voulez justement ce matin désamorcer. Le lait pour faire de vieux os, quoi. Ça, c'est...
Et quoi, pour moi, c'est la plus grande campagne marketing, la plus réussie depuis l'après-guerre. Et pour sortir ça de la tête des gens, mais c'est un combat quotidien. Quoi. Dire vous êtes... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a allez, une frontière de clans, les pros, les contres. Vous êtes dans l'équilibre un peu, mais pas trop? Ah non, moi, les produits laitiers, on les oublie. Après, si de temps en temps, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. C'est pas un interdit, on va pas en tomber malade. Mais sortir de ce diktat, un produit laitier à chaque repas, c'est une aberration. Les Américains ont revenu leur plan national de santé publique en disant on a fait une erreur, on revient en arrière. Quoi. Il n'y a qu'en France où c'est enraciné dans les habitudes. On va en parler justement durant 7 heures, déjà bien entamées. Alors on va y aller. Allez, on fait le tri. On va commencer par exemple par la viande. Alors c'est bien, dès 10h20, je vous raconte pas, là déjà ça commence bien. Allez, la viande bien saignante, bien belle, etc. Alors la viande, apprendre à laisser de manière modérée, qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Parce que maintenant on nous dit attention, attention. Là aussi on peut laisser d'une manière modérée en fonction de la notion de plaisir. S'il y a des gens qui éprouvent du plaisir à manger un petit peu de viande de temps en temps, pourquoi pas. Mais comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, il faut éviter que ce soit 2 fois par jour, bien entendu. Et qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, à la viande? Parce qu'on parle de purine, alors on se dit oh là là, attention, c'est quoi ça? Avant d'abord de dire ce que ça apporte de néfaste, on va dire ce que ça apporte de positif. C'est-à-dire que lorsque vous mangez de la viande, vous mangez les protéines. Les protéines, ça donne des acides aminés. Et les acides aminés, c'est les briques de l'organisme. Et ça permettra de constituer les neurotransmetteurs, les immunoglobulines, les hormones, etc. Donc c'est absolument indispensable. Le seul problème, c'est que lorsque l'on prend de la viande, automatiquement, il y a déjà le fait de tuer l'animal, ça c'est un autre côté philosophique, mais il y a aussi le fait que lorsqu'on dégrade la viande, on produit, ce que vous avez dit tout à l'heure, de l'acide urique et des purines, bien entendu. Alors c'est quoi ça qu'on explique, l'affaire des purines? C'est-à-dire que la dégradation de ces acides aminés et ces nucléoprotéines qui sont contenus dans les viandes... Des mots simples, Christian, sinon un gage, je vous préviens. Ça commence on essaye. On fait simple, Christian. C'est-à-dire que dans la viande, il y a certains éléments qui, lorsqu'ils vont se dégrader, vont donner l'acide urique. Et cet acide urique en excès dans l'organisme, toujours en excès, va causer bien sûr une perte de minéraux pour compenser l'excès d'acidité. Et bien sûr, ça va être cause de pathologies du style arthrite, arthrose, cystite, colitis néphritique, spasmophilie, les choses un peu comme ça. Ça crée un peu des fermentations Alors, aussi, les ballonnements. Également dans les intestins, ça va faire non pas des fermentations, mais des putrescences. C'est-à-dire qu'on va avoir des ballonnements, on va avoir des gaz qui seront odorants, des choses un petit peu comme ça. Plus perturbation de la flore intestinale. Alors, c'est-à-dire que la viande, c'est une affaire de quantité, c'est une affaire de qualité. Comment il faut gérer justement cet aliment dont notre corps, dont notre organisme a besoin? Voilà, c'est absolument indispensable. Mais ce qu'il faut, c'est éviter de manger de la viande régulièrement, parce que sinon on aura les effets régulièrement, néfastes. c'est quoi? Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, pour les gens qui veulent vraiment ne pas s'abstenir de viande à 100%. C'est-à-dire que pour vous, par exemple, la moyenne, a priori, ce qui pourrait nous être favorable, c'est... 2 fois par semaine, ça serait déjà 2 fois par bien. Voilà. Puis le reste, on prend du poisson, des œufs. Oui, on alterne, on se fait plaisir. On peut alterner. Puis ensuite, pour avoir sa dose de protéines correcte, on peut très bien faire aussi des mélanges avec 1 tiers de céréales complètes biologiques et 2 tiers de céréales, biologiques et 1 tiers de légumineuses. Ce qui fait qu'en mélangeant les deux, vous allez reconstituer au niveau des bases protéiniques pour avoir l'ensemble des acides aminés. C'est des protéines végétales, celles-ci. Végétales. Voilà. Et là, vous n'avez pas justement les effets néfastes des viandes, notamment des viandes rouges. On peut aussi préférer aussi les viandes blanches. Oui, aussi. D'accord, on peut Parce que le problème, c'est plus une question de couleur, c'est-à-dire que la viande rouge, pour vous, c'est celle-ci qui contient les fameuses purines. Purines, méthixanthine, etc. Il y a tout un, on va pas, parce que après vous allez me disputer si je dis des mots trop compliqués. Donc ce sont des éléments qui vont être néfastes pour notre organisme. Mais là encore, faut pas. Si une personne qui aime manger de la viande, faut pas lui interdire. Ça dépend de sa constitution aussi. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un d'un peu baraqué, il va falloir qu'il ait de la... C'est ça qui est important. Donc il y a vraiment une notion encore de dosage et encore de frustration. Mais par exemple, de la viande à chaque repas. Là, c'est tout à fait inadapté pour notre organisme. On n'est pas fait pour manger de la viande. Notre mais alors, un repas tous les jours. Et même un repas de viande tous les jours, notre constitution anatomique digestive n'a pas été conçue pour supporter cet excès de viande rouge. Parce que le problème, c'est que ces acides uriques et ces purines vont essayer d'être évacués par nos émonctoires, par nos portes de sortie. Et en l'occurrence, c'est les reins qui vont subir cela. Et pour transformer ces purines et cet acide urique, c'est le foie et les reins qui vont en subir les conséquences. Donc un excès de viande, j'ai bien dit un excès, perturbe le foie et les reins. Donc c'est peut-être pas nécessaire.
Il y a un travail qui est très intéressant qui a été fait par un des auteurs de Madame, d'ailleurs, qui est effectivement par l'association Bleu Blanc Cœur, qui a montré que la viande qu'on mange aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle qu'on mangeait dans les années 50. Donc, de quelle manière sont aussi tuées les bêtes Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'élever les bêtes en batterie, ça fait qu'on les a enlevées des prés. Et dans les prés, elles mangent de l'herbe, et dans l'herbe, il y a de l'oméga 3. Et sauf que qu'en batterie, elles mangent du blé, du maïs, du soja. Elles sont stressées, elles mangent que des oméga 6. Et du coup, votre viande à vous, elle est complètement déséquilibrée, elle a trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des gens, donc effectivement l'association Bleu Blanc Cœur, qui travaillent là-dessus aujourd'hui, à essayer d'avoir au moins que notre viande d'aujourd'hui soit équilibrée comme elle l'était il y a 50 ans. C'est qu'en plus, vous dites qu'il ne faut pas en manger tous les jours, mais en plus, la viande que l'on mange aujourd'hui, elle est déséquilibrée en oméga 3. Donc l'idée, c'est moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Et mieux choisir sa viande. Odile, très rapidement, on a exactement le problème sur le lait. C'est-à-dire le lait en soi, bon déjà, on n'est pas des veaux, comme qui dirait. Mais en plus, au-delà de ça, le lait qu'on a aujourd'hui contient des facteurs de croissance qui sont très, très dangereux potentiellement. Et on dit si le lait était un complément alimentaire et qu'on demandait l'autorisation de mise sur le marché aujourd'hui pour le commercialiser, on n'aurait pas le droit parce que c'est... il y a un effet délétère. Alors on va moins manger de viande, mais mieux la consommer. Alors on se dit, on va aller chercher du fer dans les épinards. Alors, mais attendez, ça fait partie des croyances. On se dit, voilà, le légume qui contient le plus d'épinards, c'est... le légume qui contient le plus de fer, c'est l'épinard. Pas forcément. Et c'est faux. Alors, c'est une légende qui date... Alors, j'ai fait des recherches de 1870. En fait, il y a un biochimiste allemand qui a fait une erreur. Et en analysant le fer dans les épinards, il a trouvé 2,7 mg et il a noté sur sa copie 27 mg. Et ça tient donc, un peu de choses. Ça tient un peu de choses. Et croyez-le ou pas, mais dans mes recherches, je n'étais pas là. Un chercheur suisse, quelques années après, fait la même étude et se trompe et prend des épinards séchés au lieu de prendre des épinards frais. Et on se retrouve avec 40 mg au lieu de 4 mg dans nos épinards frais. Voilà, la croyance. Popeye arrive et mange ses épinards pour devenir fort. Et nous voilà tous persuadés que les épinards contiennent dedans quand même. Alors, il y a du fer dans les épinards. Il est a priori quand même un des végétaux qui en contient le plus, mais quand même après les lentilles, par exemple. Donc voilà. Mais en même temps, si on veut vraiment du fer, c'est peut-être pas dans les épinards qu'on va le trouver parce que les épinards contiennent... C'est dans quoi, par exemple Parce qu'il y a des personnes qui sont en carence de fer, parfois. Ah ben, il y a pas mal de personnes qui sont... Les lentilles, comme je disais, parfois le persil, oui, mais enfin, alors pour avoir, merci Christian, c'était mon prof, alors... Voilà. Mais en même temps, pour manger suffisamment de persil pour avoir du fer, ça va être compliqué, quoi. Bon, le problème, effectivement, c'est qu'il vaut mieux chercher dans les lentilles ou vaut mieux, de temps en temps, une excellente viande rouge biologique. Voilà, choisie dans les règles de l'art. Alors, on se dit, allez, on va faire du léger, on va faire du light. Alors, le light, là, ça fait partie des allégations auxquelles vous ne croyez plus, Isabelle Saporta. Ça allège complètement votre porte-monnaie. Ça, par contre, s'il y a une chose que ça allège, c'est bien ça. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de miracle. C'est triste à dire, mais sur Terre, il n'y a pas de miracle. Donc, quand il y a moins de gras, il y a plus de sucre. C'est quasiment automatique. Et quand il y a moins de sucre, il y a quasiment automatiquement plus de gras. Ah, ça, c'est l'équation. Mais c'est quasiment on retire d'un côté pour en remettre de l'autre. Exactement. Donc, si vous voulez, généralement, par exemple, pour tous les petits gâteaux que vous avez qui sont promotionnés en disant oh là là ils sont extraordinaires parce qu'ils sont beaucoup moins sucrés que les autres, vous pouvez être quasiment sûr qu'ils sont beaucoup plus gras que les autres et inversement. Donc ça c'est pas terrible déjà. Et par ailleurs en fait pour que ça si vous voulez pour que ça ait une texture, on rajoute souvent beaucoup d'émulsifiants, d'additifs, donc de produits chimiques qui déplaisent tant au docteur Laurent Chevalier, vous voyez. Donc ça c'est pas terrible non plus. Et enfin effectivement il y a aussi un autre problème, c'est que pour l'effet foisonnement comme ils disent, c'est soit de l'air soit de l'eau. Donc au mieux vous payez le prix du produit, vous payez de l'eau au prix du produit ou l'air au prix du produit. Au pire, vous payez en plus tous les additifs dont on se passerait bien. Et enfin, vous avez une bonne chance de manger un truc qui est plus gras ou plus sucré que le truc que vous auriez mangé spontanément sans vous poser de questions. Et en plus, au final, oui, parfois c'est ça vous calorique. Oui. Parce qu'on voit des silhouettes de femmes dessinées. C'est plus calorique, bien sûr. Et puis c'est pas bon.
C'est pas terrible. Pas forcément. Ça dépend. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément très bon. C'est pas terrible, mais c'est pas tellement pire que les autres, d'un autre côté. Et puis quand on mange light, on a le sentiment de manger mieux. Mais non, mais vous savez qu'il y a une étude américaine qui a été faite, qui est très marrante, qui prouve que, en fait, les gens, quand ils mangent du light, ils mangent 2 fois plus. Parce qu'ils se disent, oh, c'est light, et du coup, ils ont tendance à grossir plus que les autres. Et ils ont fait une étude sur les gamins qui buvaient des sodas light, et ils se sont rendus compte qu'ils grossissaient plus que les autres, parce qu'ils en buvaient 10 fois plus en se disant, mais c'est light. Et le sentiment de satiété, il est complètement Il est perturbé. Mais s'il y a quand même des bons allégés, c'est-à-dire des allégés qui sont vraiment allégés. Bah, moi, j'ai... C'est-à-dire dans lequel on n'a pas remplacé le sucre par le gras et inversement le gras par le sucre. Le bon allégé, c'est de manger ses brocolis, hein, je veux dire. Oui, bon, ça, voilà, quoi. Non, mais c'est ça. On peut pas nous proposer autre chose que le brocoli. Mais oui, mais regardez, Charlotte, si vous achetez, qu'est-ce qu'ils nous proposent en allégé? Ils nous proposent des chips allégés, des glaces allégées, des crèmes dessert allégées. Honnêtement, tout ça, Que des ça gourmandises. Voilà, C'est tous les trucs dont vous passeriez bien finalement. Donc c'est vrai que voilà, le plus simple pour s'alléger vraiment, c'est d'arrêter d'en manger. Et après, ça crée une frustration, c'est pas bon non Mais plus. complètement. Alors ça, voilà. Et puis ensuite, il y a encore un autre argument complémentaire, c'est que l'allégé, il est très souvent allégé donc en graisse, mais que les graisses sont absolument indispensables pour le corps humain. Pour fabriquer des hormones, les membranes cellulaires, les gaines de myéline au niveau des nerfs, etc. etc. Donc il faut arrêter de vouloir faire sans arrêt des régimes dégraissés, désucrés. On a besoin de tout ça. C'est une question là encore, de balance, d'équilibre, de vouloir prendre régulièrement des choses. Mais il suffit de manger des œufs, par Mais- exemple. Non, Odile, il paraît que l'œuf, c'est un coupe-faim. Alors, L'œuf, il paraît. Alors là encore, il paraît. C'est encore une croyance, peut-être. Ah non, 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 l'œuf rassasie. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est une protéine d'excellente qualité. Donc, c'est la protéine de meilleure qualité qui soit. Donc, voilà, effectivement, c'est un coupe-faim. Alors, il ne s'agit pas de prendre 3 ou 4 mêmes repas. C'est une aberration. Mais Comment il faut effectivement, qu'il soit, l'œuf, pour qu'il soit coupe-faim? Il faut qu'il soit dur, au plat, cru, omelette? a priori, je dirais plutôt dur parce qu'il y a un effet. Ça Mais cale, voilà, c'est ça. C'est plus un effet rassasiant et c'est un peu sécose. Donc voilà, on a l'impression, on prend un verre d'eau là-dessus et on a l'impression qu'on est calé. Oui, mais en tout cas, on se fait pas de mal, quoi. Donc après, Un coupe-faim naturel, un coupe-faim qui nous fera naturel. du bien parce que ce sont des protéines. Et Absolument. paraît-il que plus le produit est cuit. Alors peut-être, Christian, vous allez nous aiguiller. Attention, c'est peut-être une croyance. Peut-être. Non, mais plus le produit est cuit et plus difficile à digérer. Par exemple, un œuf à la coque est plus facile à digérer qu'un œuf dur. Est-ce que c'est vrai, Tout à ça fait, ou bien pas? sûr, puisqu'on a détruit certaines enzymes qui sont à l'intérieur de l'aliment cru. Donc automatiquement, le corps est obligé de sortir ses propres enzymes. Et bien sûr, ça va fatiguer, ça va perturber aussi bien la digestion, mais aussi l'assimilation. Parce que l'être humain, il est fait pour manger le plus cru possible. D'accord? Donc il faut plutôt l'œuf, il ne prendre... faut pas le manger cru à 100%. Pas cru à 100%, mais on peut le prendre justement en œuf à la coque, par exemple. Pas trop faire cuire quand même. Et là, on va avoir justement des enzymes, on va avoir encore des éléments vitaux qui vont être à l'intérieur. Alors qu'un aliment qui est cuit, archi-cuit, que l'œuf dur, certes, ça rassasie, mais ça n'apporte plus rien. C'est-à-dire qu'en mangeant plus de cru, plus de vivant, plus de vie, on va aussi avoir plus d'enthousiasme et plus de vie dans notre manière d'être. Automatiquement, puisque n'importe comment, quand vous mangez, les éléments nutritionnels qui sont issus de la digestion vont apporter ces éléments au niveau cellulaire. Vos cellules vont recevoir ces éléments, vont pouvoir faire leur travail, vont pouvoir se multiplier, etc. Et donc on aura meilleure vitalité. Plus on mange cru, plus on a de la vitalité, on a des vitamines. Bon alors par exemple, puisqu'on est dans la silhouette et tout, l'ananas, ça on nous a vendu ça depuis des années comme brûleur de graisse. Alors est-ce que c'est vrai, c'est faux? Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, l'ananas contient bien une enzyme qui s'appelle la broméline, qui est un brûleur de graisse, en fait, qui facilite la digestion des protéines. Sauf que cette enzyme, elle est dans la tige. Ah oui. Alors, si vous voulez manger la tige de l'ananas, bonne chance. Voilà, c'est rigolo. En même temps, c'est un facilitateur de la digestion des protéines, l'ananas, comme la papaye, c'est clair. Donc, ne pas hésiter à en mettre dans son assiette, mais ça vous fera pas mincir. Hein. Mais par exemple, alors, si ça facilite la digestion, c'est-à-dire qu'après un repas, par exemple, on peut manger un ananas. Par exemple, est-ce qu'on peut manger un fruit à la fin d'un repas? Alors, là, en l'occurrence, je le dis, manger en même temps que la protéine. Oh, ça Dieu. veut dire, si, pourquoi Oui, remarquez. filet mignon à l'ananas, Oui, c'est vrai. voilà, Oui, c'est vrai que ça c'est ne nous vient pas spontanément. Voilà, les Asiatiques le font. Pour les fruits, à la fin du repas, c'est encore
tout à fait une autre histoire. Je sais pas, les desserts, Christian Brun, vous en pensez quoi, le dessert en fin de En ce qui repas? concerne les desserts, ça dépend, il y a dessert et dessert. Mais par contre, prendre des fruits à la fin d'un repas, ça, c'est absolument exclu. Pourquoi? Ce sont des temps de digestion et des lieux de digestion totalement différents. Si vous préférez, les aliments passent par l'estomac, ils restent dans l'estomac. Mais si vous prenez un fruit tout de suite après, le fruit passe la barrière de l'estomac et va tout de suite après l'estomac, qu'on appelle le duodénum. Et donc les aliments qui n'ont pas été digérés dans l'estomac, qui n'ont pas fini leur digestion, vont être attirés vers le duodénum, c'est-à-dire là où va se digérer les fruits. Et donc on va avoir des ballonnements, on va avoir des gaz, on va avoir des choses comme ça. Donc c'est question de temps et de lieu de digestion. Donc par exemple, vous, les fruits, vous nous conseillez de les manger à quel moment de la journée? 10h, 17h. Entre les repas. Ah bah c'est maintenant. Allez, vous en chercher. Allez, 10h30, c'est bon, vous êtes Et dans les temps. attention, une chose très importante, il faut bien mastiquer. Donc il faut manger ses fruits, bien mastiquer. S'ils sont bio, bien sûr, on peut manger la peau, il n'y a aucun problème. Et les prendre en conscience, c'est-à-dire qu'on s'arrête de travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de taper sur l'ordinateur et croquer dans la pomme en même temps. Mais là, si on arrête, on est licencié. Donc, nous, si donc soit on digère mal, soit on est licencié, Christian. Il faut choisir. Alors, à la place d'un fruit, est-ce qu'on peut manger un dessert, par exemple? Je sais pas, un dessert, un petit gâteau sympa, voilà, pour terminer le repas. Si vous prenez... Alors là aussi, c'est des habitudes, là encore. On a pris l'habitude de faire le repas typique français, c'est entrée, plat, fromage, salade, fromage, dessert. Là aussi, c'est encore des idées, mais complètement préconçues. À l'étranger, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de desserts. Ils mettent beaucoup d'épices ou de saveurs sucrées. Voilà, on peut très bien prendre une entrée, puis un plat, puis terminer comme ça. D'accord? Mais si on veut terminer avec un dessert? Si on veut vraiment faire un petit dessert, à ce moment-là, on prend éventuellement un petit sablé ou une petite chose comme ça, mais on évite les fruits, les glaces, on évite toutes ces choses-là. Ou alors, un fruit cuit, ça passe relativement bien. D'accord? Voilà, à peu près les choses que l'on peut accepter. Mais est-ce que, par exemple, on peut ranger la table, on retire la nappe, etc., et manger un dessert un peu, quelques minutes, quelques temps après? Si vous prenez un petit sablé, il n'y a pas de problème. Si vous prenez un fruit, un seul, au moins un ou deux. Petit, non, mais attendez. C'est un et c'est petit. Non, mais un ou deux, etc. Ça va, Odile? C'est le dessert qui passe pas. Éviter les glaces, par exemple, qui bloquent complètement la digestion. D'accord? Tout à l'heure, on va parler du café, je suppose. Là aussi, on pense que le café, là aussi, c'est une bonne idée. On pense que le café, ça fait digérer, alors qu'en fait, c'est faux. C'est la chaleur du café qui donne la sensation de digérer. Le café bloque les digestions. Bon, on va parler de tout ça. D'abord, on fait la pause publicitaire pour permettre à Odile de reprendre sa respiration et son souffle. On va vous donner, un peu de jus d'orange mélangé à de la margarine oméga 3. Vous allez voir, ça va aller tout de suite mieux. Vous allez retrouver votre santé, votre bien-être, Odile. Allez, on fait la petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. À tout de suite. Redécouvrez le pouvoir déodorant de la Pierre d'Alain. Narta l'intègre dans son nouveau déodorant. Narta Pierre d'Alain a la double efficacité minérale. Action anti-odeur, actif anti-humidité. Sans aluminium chlorohydrate, hypoallergénique, il n'irrite pas pour une fraîcheur naturelle efficace 24 heures. Nouveau déodorant Narta Pierre d'Alain. Toute la journée, fraîcheur Narta. Votre mission, des cils beaucoup plus fournis. Express. Nouveau mascara l'effet fossile de Je m'aime Maybelline. Tout le glam des fossiles dans un mascara. Brosse pleine frange et formule Kerafibre pour 3 fois plus de cils visibles. Express. Nouveau mascara l'effet fossile. Le Petit Déjeuner a conçu des biscuits aux céréales complètes. La journée démarre bien. Le Petit Déjeuner, de l'énergie pour toute la matinée. Goûtez-les. Vous êtes 100% remboursé si vous n'êtes pas 100% convaincu. Gîtes de France, et vos vacances prennent un autre sens. 58 000 idées séjours sur gîtesdefrance.com. Après le travail, le plaisir. Direct soir. Tâche tenace, tartre, c'est là que les bactéries continuent de vivre dans leur maison. WC-Net Énergie détartrant enlève les taches tenaces et il est imbattable contre le tartre et ses bactéries pour une hygiène totale. WC-Net Énergie détartrant, 0 tartre, 100% hygiène. SFR présente l'installation de la 9 box de SFR. L'installation est garantie grâce à l'assistance téléphonique et si nécessaire à l'intervention d'un technicien chez vous sans frais supplémentaires.
Pour 29,90 € par mois, Internet, téléphone, télévision HD, plus tous les services SFR. Appelez le 1099. Et Darling est pour ceux qui recherchent vraiment une relation sérieuse. Le test de personnalité est très détaillé. Les profils sont de qualité et je ne parle pas seulement des photos. Il s'agit vraiment de trouver la bonne personne. eDarling analyse les différentes facettes de votre personnalité pour trouver les célibataires qui vous correspondent vraiment. J'ai toujours su que je finirais par rencontrer l'homme de mes rêves. Pierre est exactement celui que je recherchais. Inscrivez-vous gratuitement sur eDarling.fr et rencontrez dès maintenant les célibataires qui vous ressemblent. Brûlure d'estomac. Vite, un sachet de Gavisconel. On a 5 minutes pour agir. On va apaiser et soulager ces brûlures d'estomac tout de suite. Gavisconel, je le sens vraiment agir. Désormais, retrouvez en comprimé tout l'effet apaisant de Gavisconel. Gavisconel, vous allez vraiment sentir la différence. Médicament pas avant 12 ans, demandez conseil à votre pharmacien. Une recette plus généreuse, des tranches plus grandes. Avec American Sandwich de Harris, vos petits déjeuners sont plus grands. Harris nourrit la vie de famille et découvrez les autres pains de mie Harris. Je lance un téléchargement. Là, Internet Explorer 8 me dit « Danger » et le stop avant que mon PC soit infecté. Moi, je suis PC et je sais me défendre. Samedi à 11h40. Armé de caméras cachées, François Simon vous offre un vrai tour de table. Et on va vous sortir une petite émission pas piquée des hannetons. Logiquement, ça vient de derrière les fagots. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura un peu de tout. Vous connaissez la chanson. On va dans les restaurants incognito, on se planque, on enregistre, on plante le thermomètre dans le derrière du restaurant, de la table. Et puis on raconte ce que l'on mange. Glissez un œil vers les dessous de table de François Simon. C'est samedi à 11h40. Et c'est sur Direct 8. Gastronomie, plaisir, découverte. Le Figaroscope vous présente les dessous de table de François Simon. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Ce matin, ensemble, on fait le tri entre l'info et l'intox, le vrai, le faux. Beaucoup de croyances, beaucoup d'idées reçues, ancrées, relayées sur le plan de l'alimentation. Aujourd'hui, on fait l'état des lieux ensemble. Alors, c'est vrai que ça tient un peu de choses. Parfois, les scientifiques et les chercheurs se trompent. C'est ce qu'on a vu pendant la première partie de l'émission. C'est-à-dire qu'une virgule qui est mal placée, et ça y est, on crée une croyance. Un intérêt financier en jeu, on crée une croyance. Une psychose, on crée une croyance. Et bien aujourd'hui, justement, on mène l'enquête pour vous et avec vous. Alors, on va poursuivre avec tous ces aliments qu'on nous vend comme des aliments santé, avec des allégations tentantes. C'est bon pour notre cœur, c'est bon pour lutter contre le cholestérol. Et alors en tête, c'est la fameuse margarine. Ah bah oui, ça c'est merveilleux, c'est bon pour votre cholestérol, c'est bon pour tout. Mais ça aussi, ça part de toutes ces études scientifiques, vous savez, pendant alors montrez-nous, regardez le packaging. Oh là là, puis il y a du fluo partout. Et c'est prouvé par 40 études quand même, ça c'est pas rien. Hein. Et si vous voulez, ça c'est vrai que pendant des années, on a dit qu'il n'y avait rien de pire que la graisse animale, que le beurre c'était détestable et qu'il fallait manger que des graisses végétales. Donc c'est vrai que tout le monde a cru aux margarines. Bien faire, c'est ça. Mais oui, parce qu'on s'est dit que pour réduire notre cholestérol, il y avait que ça. Et c'est vrai que pendant des années, là ça s'est beaucoup arrangé, parce que là j'ai regardé le rapport oméga 3, oméga 6, il n'est pas mauvais. Et pendant des années, il n'y avait quasiment que des oméga 6 dans les margarines et dans les huiles santé. Or, si vous voulez les oméga 6, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6 pour que ce soit bien pour vous. Parce que quand le rapport n'est pas bon, ça c'est David Servan-Schreiber qui l'explique très bien, quand le rapport n'est pas bon, en fait ça favorise les inflammations et ça favorise le développement de cellules. Et le développement de cellules à l'âge adulte, c'est quoi? C'est les cellules cancéreuses ou les cellules graisseuses. Donc c'est pas terrible. Et ça crée plein de désagréments, exactement. Les rhumatismes, les problèmes d'articulation, les inflammations. Donc, avec tout son cortège de joyeuseté. Ça peut être par exemple des migraines. L'inflammation, voilà, est le préalable à des tas de choses. Quand on dit cancer, quand on dit problème d'arthrose, arthrite, on sait que l'inflammation est souvent très avant, quoi. Et donc c'est vrai que alors là ils ont fait des efforts, il faut quand même dire les choses, ils ont fait des efforts, c'est beaucoup plus équilibré que ça n'était avant, mais il y a une récente étude de l'UFC Que Choisir qui date de septembre, qui a testé toutes les margarines et toutes les huiles santé, et il y en avait quand même un bon paquet où il y avait des rapports de 12, de 15, de 30
oméga 3, oméga 6. Or, normalement, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, si vous voulez, en gros, ce que je dirais aux gens, c'est que s'ils ont envie de se faire plaisir pour ne pas se frustrer, de prendre un petit peu de beurre plutôt que de se casser les pieds, à acheter une margarine. Du bon beurre de Normandie, mais avec des petits cristaux de sel. Moi, je suis un breton. Chacun, Normandie. Mais nous, c'est pas je maintiens. Moi aussi, c'est plus breton, mais bon, ça, voilà. Mais quoi qu'il en soit, et ça leur coûtera moins cher, ce sera meilleur ça pour coûte eux. plus cher. Ça, on nous vend ça, c'est très, très cher. C'est-à-dire que nous, quand on achète ça, pour nous, on achète plus qu'un produit alimentaire. On achète aussi de la santé. Mais attendez, c'est ce qui nous est vendu quand même, prouvé par 40 études, réduit activement le cholestérol. Mais attendez, il y a tromperie sur la marchandise, là, ou pas? Mais non, parce que ça réduit le cholestérol, c'est vrai, hein, ça marche, hein, les oméga 6, ça fait baisser le cholestérol. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si finalement c'est si bien que ça, maintenant, avec les études scientifiques, de faire baisser tant que ça le cholestérol. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait baisser le cholestérol. Mais pourquoi on s'est fixé autant là-dessus? J'en sais rien. On ne se posait pas toutes ces questions avant. Pourquoi on se les pose? Peut-être qu'on mange, peut-être qu'on mange trop, tout le temps, et qu'on essaye de se donner bonne conscience en achetant ces produits santé. Mais est-ce que vous trouvez, c'est qu'on accorde une confiance, une trop grande confiance, voire une confiance aveugle? On dit, si c'est dans les rayons, on ne voudrait jamais mettre notre santé en jeu. De moins en moins. Hein. Les consommateurs sont de moins en moins dupes des discours ambiants, que ce soit ceux des journalistes, des hommes politiques ou de la publicité. Bon, merci pour les journalistes. Voilà. De ce côté-là. Je suis contente d'être venue. Mais non, je crois qu'ils ne sont pas dupes, mais en même temps, on a envie d'y croire. Il y a toujours ce côté-là. Oui. Allez, je vais prendre le petit truc qui va me faire... Comme dit Isabelle. Pour se déculpabiliser. Exactement, il y a une notion de... je vais manger n'importe comment, grosso modo, n'importe quoi, n'importe comment, mais je vais prendre ça dans mon caddie et je vais avoir l'impression que je fais un petit truc pour moi ou pour mon chéri ou pour... etc. Mais ils sont vicieux quand même, les industriels, parce qu'Isabelle, vous nous l'avez souvent dit, c'est-à-dire qu'ils sucrent et ils graissent à un endroit pour nous revendre quelque chose qui est censé nous affiner et nous faire perdre justement toute cette graisse et ce cholestérol. Bah, écoutez, hier, j'étais en train de faire mes courses en grande distribution et il y avait une maman, elle avait ses pots de margarine comme ça, hein, santé, et en même temps, elle avait acheté le pot de pâte à tartiner pour ses enfants, les viennoiseries industrielles et tout ça. Et là, je me suis dit, là, il y a un bug. Hein, c'est-à-dire qu'on ferait mieux de virer le pot de trucs à tartiner, toutes les viennoiseries industrielles et tout ça, et pas s'en kikiner avec ça. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'ils font les industriels. C'est que d'un côté, ils vous vendent ça, et de l'autre, ils vous vendent la pâte à tartiner, le truc super sucré, etc. Ah bah attendez, sur tous les terrains, le poison et l'antidote, quoi. Hein. Mais c'est absurde. Il y a aussi des aberrations, puisqu'on parle des margarines, on vous dit, bah voilà, il ne faut pas consommer de beurre, etc. Puis il ne faut pas consommer non plus des œufs, parce que dans les œufs, il y a du cholestérol. Mais nous, on ne sait plus. Bah voilà. Oui, c'est complètement aberrant, quoi. Je veux dire, on arrive à un moment donné que on va manger des patates, des carottes, par exemple, et l'huile encore. d'olive. Par exemple, on nous dit, alors là, je ne sais pas, tout le monde nous dit, il faut prendre que de l'huile d'olive. Alors, professeur, vrai ou faux? Le problème, c'est que l'huile d'olive, elle est très bonne, parce que c'est vrai que c'est vraiment une des bases du régime méditerranéen, crétois, etc. C'est formidable. Mais c'est déséquilibré concernant justement le rapport oméga 3, oméga 6. Donc, ça contient que des acides gras monoinsaturés. Ce qu'il faut, c'est mélanger l'huile d'olive avec une autre huile qu'on appelle l'huile de colza, par exemple. Ouais. Vous faites les deux, ce qui fait que vous allez comme ça avoir une jonction entre les acides gras saturés, parce qu'il y en a quand même 12% un peu. Ensuite, vous avez aussi les monoinsaturés. Et dans l'huile de colza, vous avez de l'huile polyinsaturée, enfin des acides gras polyinsaturés. Et le rapport oméga 6, oméga 3 va être tout à fait correct. Donc là, on est dans l'équilibre parfait. Huile d'olive, colza. Rien ne vous empêche de rajouter de l'huile. À 50-50 au quotidien, on l'utilise. Voilà, à peu près. Ouais, on fait un petit mélange pour assaisonner. Attention, l'huile crue, hein. C'est pas l'huile cuite, hein. D'accord. Par contre, l'huile d'olive, on peut la faire cuire légèrement. C'est une des seules huiles qu'on peut faire cuire. On sait plus si les graisses, c'est bon pour nous. C'est apprendre à laisser. On se dit, bah non, il faut pas prendre trop d'huile, il faut pas trop prendre de beurre. On sait plus quoi manger en termes de graisse. C'est absolument indispensable, les graisses. On en a besoin pour faire les hormones. Les femmes en ont besoin pour faire le placenta. On en a besoin pour les membranes cellulaires. On en a besoin pour les hormones. On en a besoin pour véhiculer simplement les vitamines liposolubles A, D, E, K. C'est absolument indispensable. Et j'irais même plus. On a besoin de 2, 3, 4 cuillères à soupe d'huile par jour. C'est qu'on a besoin de ce gras-là, mais pas le gras qui est transformé là, dans tous les produits, là, les barres céréales et tout. Et quand on parlait du cholestérol tout à l'heure, on parle du cholestérol qui est dû à l'alimentation, bien sûr, mais il y a le cholestérol endogène que l'on fabrique soi-même. Et par qui il est fabriqué, ce cholestérol endogène? Il est fabriqué par le foie. Et justement, quand on a des frustrations ou lorsqu'on prend des aliments qui ne sont pas adéquats... On va se lâcher ce midi. On a bien compris qu'il fallait pas de frustration. On va se lâcher. Donc, c'est très important. Non, mais... Et puis ensuite, attendez, de manger en conscience et de manger
manger avec des gens que l'on aime, de ne pas entamer des discussions politiques, religieuses, etc. Ou familiales. Ou familiales. Ou familiales, quelquefois. Non, mais c'est vrai, parfois, on va manger dans un brouhaha, là, les cantines et tout d'entreprise. Tout à fait. C'est pas possible. On refait la société et tout. Si on veut se limiter, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont peut-être besoin de faire attention à leur ligne avant de se mettre en maillot de bain. De toute façon, il vaut mieux moduler sur les quantités de sucre que l'on ingère que moduler sur les quantités de graisse. On nous a fait croire pendant des années, parce que c'était un intérêt industriel, pour le coup, on savait comment réduire les graisses dans les produits, mais on ne savait pas trop comment réduire les sucres. On nous a fait croire qu'il fallait des régimes anti-lipides. En fait, il vaut mieux limiter la quantité de sucre ajouté, je dis bien, donc ça ne veut pas dire le sucre des fruits, des légumes, etc. On maigrira plus facilement, avec moins de frustration et avec moins de risques pour la santé que si on limite du côté ça des nourrit graisses. la peau aussi. Ah, mais bien sûr. Oui, ça évite les coups. Et prendre des huiles de première pression à froid, vierges et biologiques. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus onéreux, c'est vrai. Oui, mais alors, là aussi, le bio, alors ça y est, nous on se dit, bah, allez, on va en boutique bio, on achète tout bio, ça nous coûte allez, une fortune et tout. Bio, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il faut un peu de bio, pas tout en bio, il faut aussi la faire preuve de sens critique. Il faut essayer de manger le maximum de bio, parce que c'est vrai qu'on s'est quand même aperçu... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en province ont la chance d'avoir des maraîchers qui traitent pas. Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu quand même que tout ce qui est pesticides, herbicides et autres sont quand même des poisons pour l'organisme. Que va faire le corps? Il va essayer d'évacuer ces éléments. Donc on va fatiguer notre organisme. Isabelle, sur le bio, vous? C'est vrai que le bio a été complètement accaparé par l'industrie agroalimentaire qui en a fait son nouveau haut de gamme. Quoi. Ça, il y a quand même pas... quand vous avez il y a des pépettes à gagner. Alors exactement. Allez hop. Dans ce sens-là, oui. Quand vous avez les petits gâteaux hyper sucrés, hyper machin, qui sont marqués bio maintenant, alors c'est peut-être un peu mieux, mais c'est quand même pas terrible non plus. Quand vous avez les nouvelles margarines, justement, où il y a marqué bio et que c'est quand même de l'huile de palme massivement qu'il y a dedans, c'est quand même pas terrible l'huile de palme pour la santé. Donc c'est vrai que si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut, comme vous le dites tout le temps, Charlotte, c'est garder son sens critique. C'est-à-dire que acheter une pizza dégueulasse bio, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Oui, quoi. oui. Voilà, c'est du bon sens. Voilà. Même s'il y a marqué AB, ça n'empêche pas de retourner l'emballage et de regarder quand même la liste des ingrédients, l'ordre d'apparition des ingrédients, etc. De ne pas transférer une alimentation, nos habitudes alimentaires, dont certaines ne sont pas excellentes, et les rebasculer en bio. En bio, effectivement, on mange moins de viande. Alors c'est bien parce qu'en général, de toute façon, la viande étant beaucoup plus chère, on n'a pas vraiment le choix. Il y a des tas de choses comme ça, mais effectivement, c'est totalement aberrant de faire juste une translation. J'étais pas bio, maintenant je suis bio, et puis... Je pense que lorsque l'on parle du bio, c'est surtout au niveau des fruits et légumes, où là, je pense qu'il faut essayer. Et puis les huiles. Après le reste, les œufs, voilà. Oui, ça évite d'éplucher, déjà. Après, c'est gain de temps, où est-ce qu'il n'y a pas de pesticides? Mais c'est vrai que vous avez des gens qui se déculpabilisent, par exemple, avec le chocolat. Je sais que c'est un sujet... Un sujet sensible. Christian, c'est inaudible. Oui, par exemple, un sujet sensible. Moi, je sais pas le chocolat, puisqu'on en parle. Le chocolat, ça donne des boutons ou pas? Eh bien, écoutez, c'est... Le mauvais chocolat, oui, parce que ça contient des mauvaises graisses, du mauvais sucre. Le foie, il a plus de travail. Donc, de toute façon, un foie qui n'est pas content, il va s'exprimer au niveau de la peau. Le chocolat, le cacao en soi ne donne pas plus de boutons qu'un mauvais glucide, etc. Donc, et si on en mange beaucoup, par exemple? Mais la junk food donne des boutons. Si nos adolescents sont dans l'état où ils sont, c'est parce que les hormones, elles, sollicitent le foie à outrance et qu'on ajoute dessus un travail supplémentaire qui va être celui d'une alimentation délétère. Donc, oui, si vous mangez beaucoup de mauvais chocolat, vous aurez une vilaine peau après, peu ou prou, selon l'état de votre foie. Mais si vous ajoutez là-dessus du stress, du froid, quelques médicaments... Allez, le cocktail, ok, le cocktail... Mais voilà, il n'y a jamais une relation directe. Oui. Mais les gens, ce sont un point de vue empirique, les gens se sont rendus compte que quand ils mangeaient mal, ils avaient tendance à avoir plus de boutons parce que le corps, il évacue les toxines comme il le peut. Bon, alors le café, alors c'est aussi 60% des Français qui en boivent quotidiennement. C'est vrai qu'il a une réputation aussi foncée, aussi noire et obscure que sa couleur. Alors, non mais c'est vrai, alors on entend palpitations, problèmes de digestion, qu'est-ce qu'il y a d'autre alors sur le café, tiens, ah oui, excitation aussi. C'est vrai que c'est un stimulant le café. Mais tout à fait, on avait déjà fait une émission là-dessus, il me semble, d'ailleurs, dans laquelle je vous avais dit, d'ailleurs, je ne prenais plus depuis le mois de septembre de café, parce que sinon ça faisait des palpitations. Et c'est vrai que maintenant j'ai transféré, c'est-à-dire que je garde la possibilité de prendre un petit café, mais
de bonne aloi, c'est-à-dire que de qualité. Et là, j'ai un plaisir. C'est-à-dire que ce que je veux pas, c'est surtout tomber en addiction, comme on dit maintenant. Oui, voilà, c'est-à-dire être obligé. Il y a des gens qui prennent 3, 4 cafés par jour et sinon ils peuvent pas démarrer. Et là aussi, c'est une aberration parce que le fait, quand on prend un café, par exemple le matin, tout de suite après le café, on se sent déjà un peu plus dynamique. Ce qui est complètement aberrant puisque la caféine et la caféine n'ont pas eu le temps encore de rentrer dans le sang et qu'on se sent déjà mieux. Donc il y a un côté psychologique, mais bien sûr, c'est quelque chose d'incroyable. Et là, je vous assure, Charlotte, que depuis le mois de septembre, je prends plus de café, je prends du décaféiné à l'eau, biologique, d'accord. Et j'ai la même tonicité qu'avant. Est-ce que le je goût, vous prenais avez du café. plaisir? Est-ce que le café, c'est bon, c'est plaisir? Alors c'est voilà, même l'odeur. c'est ce que vous venez de dire, le café, c'est du plaisir. Donc lorsque je prends un vrai café, et ben là j'ai un plaisir immense. Alors que si je prenais mon café tous les matins d'une manière automatique, parce que je pourrais pas démarrer sans cela, ben j'ai plus ce plaisir. C'est une nécessité à un moment donné. C'est-à-dire pour vous, on ne prend plus justement par dépendance, par habitude, pour un effet psychologique, que véritablement par plaisir. Mais la plupart du temps, quand on prend un café dans l'après-midi ou dans la matinée, c'est pas parce que ça fait un break dans la journée. Ouais. C'est simplement, c'est pas le fait que ce soit un café en tant que tel, c'est que ça permet de se détendre à un moment donné. Le café du midi, c'est exactement pareil. Systématiquement, les gens font, alors on en a parlé tout à l'heure, entrée, plat, fromage, dessert et café, bien entendu. Non, là encore, il n'y a pas de nécessité absolue. On peut très bien, de temps en temps, se faire un plaisir. Changer ses habitudes, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. C'est-à-dire, de temps en temps, pouvoir changer... Alors, le café, par exemple, jusqu'où il nous est favorable, il est stimulant, et à partir de quand il est nuisible pour notre santé? C'est-à-dire qu'a priori, bon, alors, c'est encore du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui vont partir au quart de tour avec un café et d'autres qui vont pouvoir en boire beaucoup. A priori, voilà, combien de tasses de café on pourrait boire par jour? Mais là, c'est pareil, c'est tout à fait individuel. Vous avez des gens qui vont prendre un café, qui vont avoir le cœur qui va commencer à palpiter, puis il y en a d'autres qui vont prendre 4, 5 cafés par jour sans que ça leur fasse d'effet. Ceux qui n'ont pas de palpitation, c'est-à-dire la moyenne, pour qui le café, ça va bien? Si vraiment c'est une nécessité pour eux de prendre un café le matin relativement léger, pourquoi pas? Et attendez, j'irai même... Il y en a qui en sont à 8 tasses. Ah oui, là c'est complètement néfaste. Parce que alors à partir de combien de tasses? Ah bah déjà, au bout d'une tasse, vous avez déjà des purines, hein, comme la viande. Exactement la même chose. Excusez-moi d'employer encore un terme comme ça, Charlotte. Purine, on imagine ça fermente. Imaginons que c'est une gourmandise. Donc voilà, je m'autorise cette gourmandise. Combien de fois par jour? Une tasse, ça va. 2 tasses, c'est déjà beaucoup pour du café. Est-ce que c'est vraiment un stimulant ou ça, c'est une croyance? Ah non. Il y a des gens pour qui ça stimule vraiment le cerveau. C'est la caféine. Ah, totalement. Le truc, c'est que ça va stimuler l'organisme, mais ça va stimuler l'énergie que nous avons déjà à l'intérieur de l'organisme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'énergie à l'intérieur, voilà, tout à fait. Vous n'avez pas d'énergie à l'intérieur, vous avez beau prendre des cafés, il n'y a plus de jus dans la batterie, il n'y a plus de jus dans la batterie. Hein. Alors là, il n'y a rien à faire. Ça ne solvera pas le problème. Et par exemple, quand on allaite ou qu'on est enceinte, est-ce qu'on peut boire du café? Moi, je ne suis pas tout à fait pour faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que automatiquement, la maman, quand elle va allaiter, par exemple, elle va transmettre à son enfant tous les éléments qu'elle peut ingurgiter. Hein. La caféine passe très très bien dans le sang. Ce sont des toutes petites molécules. C'est pour ça qu'on les utilise dans les crèmes amincissantes aussi, parce que ça passe très très bien à travers la peau. Donc, décaféiné. Est-ce que c'est mieux? Oui, mais alors il ne faut pas que ce soit décaféiné chimiquement, mais il faut que ce soit... un décaféiné à l'eau et biologique. En sachant quand même que dans le décaféiné, vous avez encore la caféine. Hein. Vous avez à peu près entre 11 à 12% ou 13%, encore très peu. Alors que dans une tasse de café, vous avez 40 à 50% de caféine. Hein. Bon, si on prend une tasse le matin au réveil et une tasse après le déjeuner, là... Celle du déjeuner n'est pas nécessaire. Ça bloque les digestions. Qui vous dit qu'elle n'était pas nécessaire, ça nous fait plaisir, pas de frustration. Pas de frustration. Bravo. Non, il ne faut pas que ce soit quelque chose, une habitude. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit un zombie, hop, c'est une habitude. Si j'ai pas ça, je ne vais pas y réussir. C'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'en ai envie? Et non pas, est-ce que j'en ai besoin? Voilà. Et ensuite, café de bonne qualité. Et ensuite, j'irai même plus loin. Les machines à café, c'est bonne qualité ou pas? Sûr que non. Attendez, et le mieux, ça serait de prendre un café au percolateur. Parce que le café n'a pas le temps d'infuser, là. Alors que le café que vous passez le matin tranquillement à la cafetière électrique qui s'écoule bien, là, il a largement le temps de prendre toute la caféine et la caféine. Pourquoi il n'est pas bon dans les machines à café, le café? Parce que c'est pas de la qualité qu'on met dedans. Si vous arrivez à trouver un très bon café, surtout lyophilisé, comment il a été lyophilisé aussi, c'est encore un autre problème. Donc essayez plutôt de prendre au percolateur, les petites dosettes qu'ils font maintenant. Très bien, c'est un très bon café. Du café, vous, Isabelle? Moi, j'aime bien le café, mais c'est un budget, les petites dosettes. Hein. Moi, ça fait, si vous en prenez 4 tasses par jour, pour une ça fait fait 500 recycler les petites dosettes ça fait 500 € par an. Donc, ça fait quand même un sacré budget. Il n'y a pas que des talus maintenant. Hein.
Il y a aussi en ça papier. vient maintenant. d'arriver. On refera une émission sur les petites dosettes. Bon, alors par exemple, je sais pas, parce qu'on reste dans la boisson. Donc le café, on a tout dit. Là, Christian. Bah oui, là encore Et la vous notion buvez quoi, vous, déjà? décaféiné à l'eau. Mais c'est quoi ce que vous achetez? Vous achetez café. C'est marqué décaféiné à l'eau, biologique. D'accord. Et alors si je veux donner, parce que j'aime bien le goût du café, parce que je suis un amateur de café. Est-ce que ça a cette odeur de café? Est-ce que vous retrouvez le goût du café? Tout à fait, on retrouve. Mais moi, ce que je rajoute dans mon filtre à café, je rajoute un peu de graines de chicorée. Ce qui fait que ça va donner l'amertume du café. Ah, Isabelle n'a pas l'air tentée. Ça fait pas rêver, là. Dit comme ça fait pas rêver. Je vous invite à prendre un décaféiné, vous verrez. Bah voilà. C'est vrai. Non, mais tout à fait. Parce que vous étiez un amoureux du café. Ah, je suis toujours un amoureux du café. Mais vous en prenez quand vous le prenez. Mais je le prends et là, j'apprécie énormément. Le contexte, voilà, tout à fait, absolument. Voilà. Bon, je ne le prends pas systématiquement après un repas ou le matin. Bon, le jus d'orange. Alors, on y va, puisqu'on boit. Alors, le jus d'orange, par exemple. Alors là aussi, on nous propose bouteilles en verre, dans des briques, au rayon frais ou dans les rayons, non réfrigérés. Alors ça, de toute façon, tout ce qui est industriel, c'est quand même pas terrible dans l'ensemble. Hein. Est-ce qu'il y a la vitamine C dedans? Parce que quand on achète, c'est pour le goût, mais c'est aussi pour avoir la pêche. Généralement, c'est de la vitamine C artificielle chinoise qui a été réintroduite dedans. Voilà. Donc c'est pas génial. Hein. Honnêtement, c'est-à-dire quand ils vous mettent vitamine C dedans, ça a été réenrichi en vitamine C. C'est de la vitamine C de synthèse. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plus la vitamine C de l'orange. Ah non. Ah bon? C'est pas la vitamine C de l'orange. Parce qu'il a été chauffé, donc il n'y a plus rien. Oui, elle a été chauffée, donc c'est pas possible. Et le problème, c'est que cette vitamine C naturelle, il y a des gens qui la supportent pas, ça va les exciter. Quand on dit la vitamine C empêche de dormir, c'est lié à toutes ces histoires. Parce qu'il y a des gens, en fait, alors ça peut faire des crises de larmes, ça excite la vitamine C de synthèse, là où la vitamine C naturelle va être gérée normalement par le corps. Mais vitamine C naturelle, c'est celle dans les oranges, c'est celle dans les fruits et légumes, quoi. Exactement. C'est celle qui est au cœur. Mais là-dedans, c'est-à-dire que là-dedans, c'est une vitamine C, par exemple, de synthèse. C'est-à-dire que le corps, il la reconnaît pas. C'est quoi le problème finalement? Chez certaines personnes, on ne sait pas. Il y a une sensibilité chez certaines personnes à la vitamine C de synthèse. Donc il faut croire. Alors les chimistes disent mais c'est exactement la même formule. Il n'empêche que c'est exactement la même formule, mais le corps, il n'en fait pas la même chose. Et on les fait plus. On les fait plus en plus. On les fabrique plus les vitamines. Et tous les problèmes qu'il y a eu récemment sur l'alimentation animale, etc., c'est effectivement tout ce qu'on importe de Chine. C'est pas pour jeter l'opprobre, hein, mais c'est comme ça parce qu'il y a moins de contrôle, etc., etc. Or toutes les vitamines de synthèse sont faites en Chine. Donc toutes ces vitamines C sont faites en Chine. Et moi, j'aimerais bien poser la question du contrôle de ces vitamines C qu'on met dans ces produits quand même. Il y a un moment quand même, comment c'est contrôlé? Qui sont peut-être labellisés européens. Peut-être que si c'est fabriqué, alors que dedans il y a un composant qui vient justement... Le problème, c'est que de toute façon, ce sera les grands laboratoires, vous avez raison, européens, qui de toute façon vont les certifier. Donc si vous voulez, ça aura été fabriqué ailleurs, mais ça aura sans doute un label, si vous voulez, d'un des grands laboratoires. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de tous ces produits, Isabelle Saporta, de tous ces produits appauvris, enrichis, garantis? Quand on voit ces termes-là, et en plus ils sont en gras, on se dit, oh là là, ça c'est du bon, ils nous ont mis le meilleur. Non, mais si vous voulez... Donc déjà, tout ce qui est enrichi en vitamines, c'est des vitamines de synthèse. Donc ça, déjà, moi, je pense qu'on peut laisser tomber. C'est pas la peine. C'est pour justifier le prix, donc. C'est pour justifier le prix, puis c'est pour justifier... En plus, c'est sur des vitamines dont on n'est même pas sûr qu'on soit carencé. Enfin, moi, je sais pas si vous savez en quoi vous êtes carencé, mais moi, je ne le sais pas, par exemple. Alors, vous voyez, enrichi en vitamine C, A, machin, B12, etc. Mais ça, je ne sais pas. On a besoin d'être rassuré. Ça nous rassure. Peur, hein, c'est vrai. Mais oui, puis on se dit, ça, c'est de la vitamine, ça peut être que bon, quoi. Non, non, c'est pas forcément que bon. Alors après, maintenant, c'est vrai qu'ils nous ont mis des édulcorants en veux-tu, en voilà, des additifs en veux-tu, en voilà à longueur de temps. Et maintenant, ils nous vendent en disant, celui-là, il y en a très très peu dedans. Alors moi, je trouve qu'ils se moquent un peu de nous, hein, pour tout vous dire, hein, parce que, je veux dire, voilà. Et puis par ailleurs, dans un jus de fruits à peu près, lambda, celui-là, il est allégé en sucre, hein, donc c'est pas le cas. Mais un jus de fruits lambda, vous avez à peu près 20 morceaux. Pour un jus d'orange, vous avez à peu près 20 morceaux de sucre par litre. Pour un jus de raisin, vous avez à peu près 30 morceaux de sucre par litre. Donc imaginez-vous... Il est marqué sans sucre ajouté, ça c'est vrai ou pas? Écoutez, sans sucre, normalement, sans sucre ajouté, ils n'ont pas le droit de rajouter du sucre. Mais ceux-là, ils ont rajouté, par exemple, de la stevia. Hein. Donc, si vous voulez... Mais de toute façon, regardez, il y a quand même un truc. Teneur en fruits, 60%. Qu'est-ce que c'est le reste, quoi? C'est dire, il y a un moment, il faut se poser les questions. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un truc qui est simple. Moi, quand j'étais à Bichat voir les grands obèses, le professeur Marmus, il m'a dit une chose. Il m'a dit, vous voyez, comment vous faites le matin? Vous prenez votre bouteille, vous l'ouvrez, vous vous servez, donc vous en prenez 3 verres, OK? Vous prenez ça, vous l'épluchez, vous coupez en 2, vous commencez à 1, vous en faites un verre, c'est tellement casse-pied que vous en faites pas 3 ou 4, quoi. Donc, rien que ça, si vous voulez, il y a la valeur de l'effort quelque part. C'est-à-dire que ça, c'est très facile, vous pouvez boire votre litre sans vous en rendre compte et tous les sucres qui vont avec. Vous êtes en train de nous dire qu'on a un poil dans la main. Mais qui nous servirait de canne.
c'est sûr qu'il nous servirait de canne. Alors que là, effectivement, après, vous allez me dire... Qu'il servirait de canne. Qu'il pas mal, ça. qu'il faudrait mieux la manger entière parce qu'il y a plus de fibres, etc. Mais même... Non, mais je vais aller plus loin. Est-ce qu'il faut vraiment prendre un jus d'orange le matin au petit déjeuner? Oui, non, mais c'est vrai que les nutritionnistes sont de plus en plus... Mais au moins, si vous la coupez, vous la pressez, je pense que c'est déjà beaucoup mieux que ça. Hein. Ah, il y a plus de vitamines et celle-ci, elle est assimilée par le corps. Oui. Voilà. Alors, tiens, très rapidement, il nous reste... Et vous ne risquez pas de faire des hypervitaminoses avec l'orange. Hein. Non. Ah oui, parce que parfois, avoir trop de vitamines, on peut aussi, ça peut déséquilibrer. Ce sont des produits chimiques, comme vous avez dit. Oui, c'est ça. Alors, très rapidement, oh là là, il nous reste même pas 2 minutes, les laitages. Alors, le lait, bon pour les os, les laitages. Alors, il y en a qui disent non, surtout pas. D'autres qui disent oui, c'est bon pour les os. Voilà, que penser? De toute façon, les études épidémiologiques sont très claires. Les pays où on consomme le plus de produits laitiers sont ceux où il y a le plus d'ostéoporose. Donc, si c'était Au Japon, ils en ont pas, il paraît. Voilà, si c'était tellement bon pour les os, expliquez-moi. Ça s'appelle le paradoxe du lait. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a mis en avant. Donc, voilà, c'est le lait. Je persiste. On a besoin de calcium. Comment on va faire pour nos os? Mais ils n'avaient pas ce problème avant. Alors déjà, interrogeons-nous sur notre alimentation. Il y a du calcium dans le chou, il y a du calcium dans les fruits rouges, il y a du calcium dans les amandes, il y a du calcium dans les sardines, il y a du calcium dans les algues. C'est pour ça que les Japonais n'ont pas besoin de consommer de produits laitiers. Donc voilà, le calcium, il y a dans le sésame, on peut le trouver dans le gomasio, par exemple, si on veut en avoir une quantité régulière. Donc voilà, c'est... Ce que vous contestez, c'est pas en soi les produits laitiers, c'est surtout tout le marketing qui nous incite fortement à manger un produit laitier. À chaque repas, finalement, on n'a pas besoin d'autant de produits laitiers. Puis une question encore de quantitatif. Si on veut vraiment prendre des produits laitiers parce que ça nous fait plaisir, il y a 2 produits laitiers que le corps peut assimiler correctement, c'est chèvre et brebis. Donc si on veut se faire du plaisir, on prend un petit morceau de chèvre, un petit morceau de brebis. Puis si exceptionnellement, une fois, on a envie de prendre un morceau de camembert au lait cru biologique, aucun problème. Mais pourquoi il y a tout cet amas autour des produits laitiers? C'est-à-dire qu'on imagine que le lait de la vache, c'est finalement pour le veau, c'est pas destiné aux humains. C'est ça le point de départ? Mais on a une industrie laitière en France et agroalimentaire très, très, très puissante. C'est toute une histoire. Il faut qu'on en boive, il faut qu'on consomme. Non, mais c'est passionnant parce que c'est une histoire de stock après-guerre où on a dû éduquer des populations et c'est arrivé jusqu'à nous. Mais en fait, ça relève de... Pour le coup, de la campagne marketing, mais fantastiquement faite. Moi, je dis bravo, messieurs, dames. Et les gens étaient tellement persuadés que le lait apportait du calcium. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin à l'école, à 4 heures, on avait des petites bouteilles en verre avec une paille. C'était du lait chocolaté. Et on avait tout ça dans la classe. Et bien sûr. On commençait, je n'étais pas encore, mais. Non, mais moi, oui. Aucun problème. Après-guerre, les enfants avaient tous leur bol de lait à l'école avant de commencer. Mais on ne s'est pas préoccupé de savoir si le lait, par exemple, pour l'être humain, est-ce qu'on a une enzyme qui est suffisante pour être digérée? Est-ce que ça ne provoque pas des intolérances au niveau de la flore intestinale et tout le bastringue? Alors, juste, voilà. Les produits laitiers, c'est pas indispensable, mais c'est voilà, on se fait plaisir, un bon petit morceau de fromage de temps en temps, un peu de beurre, c'est bon, voilà, et du très bon. Alors pour justement poursuivre l'émission, découvrir toutes les subtilités de l'équilibre alimentaire, vous pouvez aller consulter un site internet qui est mangerbouger.fr. Voilà, vous aurez des informations pour vous aider à vous alimenter. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Isabelle Saportane, Mâchons pas nos mots aux éditions Robert Laffont. Au diable l'avarice aux éditions Jouvence Santé. Et enfin, Odile Chabriac, Les aliments qui rendent intelligent, c'est aux éditions Plomb. Merci à vous 3 d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite bien évidemment un très bon appétit. Faites-vous plaisir ce midi. Et on se retrouve très rapidement. Très belle journée à vous tous.